l'entraînement, il est bien sûr ici, vous le savez. Merci encore d'ailleurs d'être aussi nombreux. Regardez, touche pas mon poste, encore une semaine de fou. Donc j'ai voulu venir pour être très honnête. Alors déjà, première chose, je vais vraiment être transparente. Sur le moment, je ne l'ai pas du tout vécu comme une agression sexuelle, parce que c'est le terme que j'entends et qui est employé sur les réseaux sociaux. Alors c'est la définition, c'est la définition d'une agression sexuelle. Moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Mais je l'ai vécu comme une humiliation. Parce qu'après, il faut être honnête, il faut aussi dire les choses. Parfois, dans ce métier-là, en tant que journaliste sportive, on se retrouve à être humilié. Parce qu'il y a des mots qui sont blessants, il y a des comportements. Et le fait qu'on soit une femme autorise certains à nous manquer de respect. On s'était embrouillé, toi et moi, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, parce que tu avais soulevé ma jupe devant tout le monde, tu te souviens? Tu te souviens? Pas du tout. Tu te souviens pas? Mais pas du tout. Ah bah tu vois, moi je m'en souviens. Ouais. Est-ce que tu le referais aujourd'hui? Oh oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça? Oh oui. Même en sachant que ça peut être humiliant. Ça t'a humilié? Oui. Ah bon. Ah, j'en suis désolé, mais... Ouais, mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont, quoi, tu vois. Il faut aussi prendre les gens comme ils sont. Francesca, on est beaucoup sortis ensemble. Et j'ai toujours accepté, tes chambrages. C'est vrai que là, tu vois, tu parlais de ta famille et j'imagine à quel point ça va être compliqué. T'imagines quand tu vois cette image, tu vois, moi, mon fils aussi, pareil, c'est compliqué. Là, il revoit cette image sur les réseaux sociaux, il me dit, maman, je me rappelais plus bien de ce truc, explique-moi, mais comment ça se fait? Pourquoi t'as accepté ça? Et donc, c'est aussi des trucs, ma mère, pareil. Donc, nous aussi, en fait, c'est juste ça. Maintenant, il faut qu'on se dise que, voilà, faut faire attention, qu'on peut plus rien faire. Non, mais se dire que moi pour tout ce qui s'est passé là, j'ai des profonds regrets. Vraiment. Ça, c'est important. Et sincèrement, que ce soit pour Francesca, que j'aime depuis très longtemps, Isabelle, Marie. Enfin bon, Marie, j'ai quand même accepté d'y aller, faire son truc. Si ça n'a pas été diffusé, c'est pas de mon ressort, c'est un choix éditorial. Tu savais que ça ne serait pas diffusé? Ah non, j'ai rien demandé. Est-ce que tu comprends que ça fasse polémique ou pas aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. À l'époque, ça n'a pas fait polémique. À l'époque, quand j'embrasse Isabelle Moreau pour la 100e du CFC, tout le plateau est hilar, tout le public applaudit. Dans cette scène-là, c'est pareil. Aujourd'hui, ça ferait un scandale affreux. Créer le dialogue. Moi, je vais vous dire. Comment vous voulez dialoguer avec des délinquants? Comment vous voulez dialoguer quand vous faites tirer dessus au mortier? Comment voulez-vous dialoguer avec des trafiquants de drogue? C'est quand même très compliqué. Vous savez ce qui se passe? Je vous dis, Cyril, comment vous voulez dialoguer? Ça n'ira jamais. Je pense que autant les policiers que les jeunes de quartier, au contraire, ils n'ont qu'une envie, je vous le dis, c'est dialoguer. Moi, je suis persuadé. Une étiquette aux jeunes des quartiers populaires. Moi, j'ai toujours très bien dialogué avec les gens des quartiers populaires, vous savez. Je dialoguais avec eux quand j'étais policier, sous uniforme. J'arrivais à avoir de très bons rapports avec eux. Mais à côté de ça, avec les choufs et avec les vendeurs, forcément, j'avais un dialogue qui était un peu moins évident. Lui, ce que dit Patrick Poivre d'Arvor suite à toute cette malheureuse affaire, il dit « Les écrits de Madame Porcel, que j'ai conservés pour la plupart postérieurs à ces accusations, le prouveront amplement. Parce qu'il a gardé tous les mails. Je vais vous raconter une histoire qui va vous intéresser, qui est folle, et Géraldine va vous intéresser particulièrement parce que vous êtes fan. C'est l'histoire qui concerne Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis. Ça vient de tomber. Regardez cette histoire. Une interview explosive de Natalia Skekic, une mannequin serbe, a été publiée dans un magazine. La jeune femme révèle avoir été sollicitée pour participer à une opération particulièrement malveillante dont la cible était Novak Djokovic. Elle dit un homme que je connaissais et que je croyais jusque-là sérieux m'a contacté pour un rendez-vous que je pensais professionnel. Au fil de notre conversation, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Je pensais même à une caméra cachée quand il m'a expliqué que je devais séduire Novak Djokovic. Il m'a dit que je pouvais obtenir 60 000 € pour cela et un voyage où je voulais. J'ai rigolé, je pensais qu'il allait me dire qu'il blaguait, mais cet homme était très sérieux. Rapidement, l'objectif immoral lui a été présenté. Elle devait tout faire pour charmer Novak Djokovic dans le but d'enregistrer une vidéo de leur rapport sexuel à son insu. La sextape aurait ensuite été dévoilée au monde entier pour faire scandale et porter atteinte à sa réputation, voire à sa carrière. Après, moi, ce qui m'a choqué dans l'attitude de Pierre Ménès, que je connais beaucoup moins que plusieurs d'entre vous, c'est la manière dont, en fait, il était centré sur lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment venu en disant qu'il avait passé une mauvaise journée, sans aucune pensée pour toutes les femmes qui avaient été traumatisées par ses attitudes. Quand même, son attitude a fait l'objet de plusieurs témoignages, de témoignages multiples. Le fait qu'il explique que finalement, ce qu'il regrette, c'est qu'on ait changé d'époque et que MeToo, ça correspond à on ne peut plus rien dire. Non, MeToo, c'est la possibilité pour des femmes de s'exprimer alors qu'elles vivent des violences sexuelles et des violences sexistes. Donc le fait de réduire MeToo à sa personne et au fait que ça l'entrave dans la possibilité qu'il avait
malheureusement de perpétrer des agressions, parce que moi ce que j'ai vu ce sont des agressions sexuelles. Chefou, c'est un journaliste bruxellois qui a subi une incroyable injustice sur une simple ressemblance avec une image vidéo. Il a été soupçonné d'être un des 3 terroristes de l'attentat du 22 mars 2016 à Bruxelles. Il a été arrêté, inculpé. Ce n'est qu'en janvier dernier qu'il a été enfin mis définitivement hors de cause et qu'il a obtenu des excuses de la justice. C'est une histoire incroyable. On monte dans la voiture, on prend la route. Il me dit qu'il prend sa sœur également pour l'emmener faire des cours du soir. Et là, on est pris en filature par la police. Et là, d'un coup, une voiture banalisée débarque par la gauche, une autre encercle. Et là, je vois des flics. Enfin, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était des policiers, mais des hommes armés. Et des vêtements couleur kaki, ça me faisait penser à des militaires, pas des militaires. Et là, j'ai pas le temps de réaliser, ça va, mais ça va très vite en fait. Hein, donc pas le temps de voir les brassards, etc. Moi, j'ai vu une chose, c'est un policier en face de moi avec une mitraillette et donc vraiment un fusil d'assaut qui me visait et qui tremblait. Ils ont appelé pour moi le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le ministre de la Justice et ils demandent qu'ils me gardent. Elle me dit, moi, je suis pour les droits de la défense, je vais aller sur place, c'est cow-boy de policiers, moi, je travaille sérieux, c'est juste l'instruction. Je vais aller sur place et je vais reprendre cette affaire parce que ça devient louche. Et surtout, quand il m'a dit, pourquoi vous avez refusé le tapissage ? Qu'est-ce que c'est le tapissage ? Tapissage, on va rappeler le tapissage, c'est quand vous avez plusieurs personnes qui sont alignées et il y a une des personnes, bien entendu, qui peut être reconnue comme étant le coupable. Voilà. On m'a jamais parlé de ça. D'accord. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Jamais on m'a parlé de ça. Tapé dans la cellule et ils ouvrent une lumière flash, je dormais pas. Ouais. Et c'était impossible de dormir, donc je ressassais, je regarde la télévision, j'entends, mais alors tout un truc, des spécialistes experts qui viennent de parler dans des plateaux pendant 20 minutes en disant, par exemple, le patron de Paris Match, le porte-parole de Paris Match qui dit mais c'est un homme avec un sang-froid, une détermination, etc. Et il est là, et en fait, je vois mon procès public. Donc je suis là, j'écoute. C'est dans là, vous vous dites à ce moment-là, je vais passer le restant de ma vie en cellule. Ouais. Non, je commence à me préparer. Vous trouvez le coupable. Ouais. Bien entendu, là, vous étiez soulagé. 8 jours plus tard. Hein. 8 jours plus tard. Donc pendant 8 jours, vous vous dites, ça va me retomber dessus. Ouais. Pendant 8 jours, c'est moi. Oui, j'ai eu tort je reconnais, j'ai eu tort de les traiter de cons. Vous avez dit quoi exactement? Vous avez dit... Pardon, vous me faites chier, vous êtes des cons, vous n'avez rien d'autre à foutre. Bon là, non mais vous avez craqué parce que... Oui, j'ai craqué. Oui, ça s'appelle un outrage, mais vous vous rendez compte qu'elle n'a pas ouvert depuis des mois et des mois. C'est normal qu'elle a craqué, elle le dit, voilà. Oui, j'ai craqué. Au moment où ils vous ont interpellé, évidemment, c'est parti en cacahuète, hein, ça c'est le truc classique. Vous les avez outragés, évidemment, hein, rébellion. C'est le process. Moi, je ne voudrais pas jeter l'opprobre sur mes collègues policiers parce qu'ils sont dans une situation actuelle, tout le monde le sait, hein, avec ce Covid, qui est compliqué. Et je comprends que votre situation en tant que commerçante est très compliquée. Mais en même temps, si vous aviez su vous contenir un petit peu, madame, je sais que ce n'est pas simple, j'entends. Je pense que ça ne se serait pas passé comme ça. Voilà. Le but, c'était de les piéger et d'avoir leur réaction. Mais le but premier, c'était d'avoir les réactions de M. Bourdin. Anne Nivet était là, forcément, donc ils arrivent dans la voiture. Et l'idée, c'était, voilà, vous êtes M. Bourdin. Et là, tout de suite, elle me dit, et pas que. Je lui dis, oui, je sais, vous êtes sa femme. Non, journaliste, reporter de guerre. Et si mon mari, il en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à moi. Oh là. Ok, elle pose le décor, très bien. Donc, ils sont dans le truc. Qu'est-ce qu'ils disent dans la voiture? On veut savoir, on s'en fout maintenant, ça va, c'est une darka, moi je suis pas... C'est ça, de ce que je me rappelle, c'était que vous étiez un très mauvais intervieweur, que vos chroniqueurs étaient... moi c'est vrai, en plus, moi je suis un très mauvais intervieweur en plus. Hein. Que vous étiez un bourreau avec vos chroniqueurs et que c'était une émission bas de plafond, pas haut de gamme, quoi. Voilà. C'est ce que je me rappelle. C'est pour ça que je s'est fait virer de la matinale, lui. J'avais plus de force, mes jambes c'était que des bleus, je pouvais plus toucher ce bras-là. Et puis après, il m'a dit, tu sais, on n'a pas d'argent, faut que tu ailles travailler, tu vas aller marcher à la Madeleine. Et moi j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais marcher à la Madeleine? Il m'a dit, il y a des hommes qui vont t'aborder, parce qu'il m'a vendu un Allemand qui avait très riche d'ailleurs, et donc il m'avait vendu 100 millions, mais il a été porté plainte, et ils ont été arrêtés, lui et son cousin. La fermeture des classes et le confinement vers lequel de toute façon on ne manquera pas d'aller, mais un vrai cette fois-ci, c'est uniquement dû à l'impéritie généralisée d'un gouvernement qui n'a rien prévu et n'a rien fait
contrairement aux autres pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, même des pays comme les Émirats ou comme le Chili font mieux que nous. Donc moi, je serais aujourd'hui à la République En Marche. Franchement, je me ferais très très discret. Alors, j'ai des amis chinois, ils vont vous péter la gueule. Oui, Maud. Moi, je pense que fermer les écoles, ça doit être une mesure vraiment de dernier recours. Ils vont le faire ou pas? Vous êtes. Ce sera vraiment du dernier recours. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas d'actualité. On est un des pays au monde qui a maintenu le plus les écoles ouvertes. Et si, en fait, c'est une fierté. C'est une fierté parce que maintenir les écoles ouvertes, c'est une mesure de justice sociale.